Voilà. Bien, bonjour à tous et à toutes et merci de votre connexion ce matin au premier webinaire RH de la rentrée de Laval Économie, où nous avons le plaisir d'avoir pu effectivement faire intervenir Rudy et Guillaume du cabinet Abary Avocat, que je remercie sur ce point d'actualité légale et juridictionnelle. J'arrive à le dire, vous voyez, Rudy, j'ai fait des efforts depuis la dernière fois. C'est Euh, jurisprudentiel, presque, Sabrina. Juridique, presque. Ah, je l'avais presque. Néanmoins, voilà, je suis ravie pour cette rentrée de pouvoir accueillir tous les intervenants qui se sont inscrits en nombre ce matin et puis avoir effectivement l'occasion, après l'intervention, de poser quelques questions d'ordre général à Rudy et Guillaume. Et pour toute question voilà, beaucoup plus individuelle par rapport aux situations de certaines entreprises, vous aurez évidemment les contacts pour des échanges plus personnels. Je vous laisse donc la parole, Rudy et Guillaume. Merci beaucoup, Sabrina. Bonjour à tous. Rudy et l'associé Guillaume. Donc, nous sommes avocats spécialisés en droit du travail, côté entreprise, depuis à peu près 15 ans. On a créé notre cabinet qui s'appelle Abary Avocat et on a le plaisir d'être partenaire de Laval Économie pour ce webinaire, donc dédié à l'actualité légale et jurisprudentielle. Donc très classiquement, on ne va pas réinventer la poudre. On a un plan très simple. D'abord, actualité légale dans un premier temps, et après on va faire un point sur les jurisprudences qui nous semblaient les plus pertinentes pour vous, DRH, RH, DG, DAF, sur les différents points qui peuvent poser problème à l'entreprise. On va commencer par l'actualité légale. L'idée de ce webinaire, qui est relativement court, c'est qu'il y a aussi de l'interaction entre nous. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous avez un éclairage particulier ou demande de précision sur tel et tel point. L'idée, c'est que ce soit pas forcément très descendant. Si on peut répondre en direct aux questions, ça peut rendre beaucoup plus fluide notre intervention. Donc, premier point, actualité légale. Donc, on a fait une sélection avec Guillaume des actualités qui nous paraissaient les plus pertinentes pour vous. Un premier point, d'abord, c'est l'APLD rebond. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. L'APLD rebond, c'est l'activité partielle de longue durée au rebond. C'est un copier-coller, quasi copier-coller de ce qu'on a pu vivre tous ensemble, à savoir l'APLD, lorsqu'on était confronté à la crise sanitaire Covid-19. Et donc, malheureusement, face à des difficultés des entreprises et notamment de plus en plus de sociétés en redressement, voire liquidation judiciaire, l'État a réinstauré un dispositif qu'il a appelé Rebond pour aider justement ces entreprises qui sont confrontées à une conjoncture difficile de pouvoir bénéficier d'aides étatiques pour conserver les collaborateurs dans les effectifs et éviter soit des restructurations très dures avec des plans de licenciement collectifs lourds, soit des sociétés qui ne pourraient, qui péricliteraient, à savoir redressement ou liquidation judiciaire. Donc, pour vous présenter le dispositif, si vous avez déjà en tête l'APLD classique, c'est à peu près un copier-coller, comme je vous le disais. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par voie d'accord collectif, donc soit avec vos syndicats, soit par document unilatéral, si un accord de branche le prévoit, mettre en place ce dispositif qui est soumis à la validation de l'autorité administrative, à savoir la DRETS. On a toujours ce portail dédié pour formuler ces demandes d'autorisation et je vais pouvoir venir réduire la durée du travail de mes collaborateurs et pour les heures qui seraient chômées, ne leur verser qu'une partie de leur rémunération, 70% de leur salaire brut, et en contrepartie percevoir de l'État une rémunération, une allocation étatique de 60%, qui me permet d'alléger ma masse salariale, d'avoir moins d'heures travaillées, mais de conserver à mon service des collaborateurs. La contrepartie, c'est comme à l'époque la PLD classique, c'est qu'il faut prendre des engagements en termes de maintien d'emploi ou de formation de mes collaborateurs et l'administration pourra vous autoriser, donc c'est une durée maximum de 24 mois, mais avec des périodes de 6 mois renouvelables, pourra vous autoriser à placer vos collaborateurs en activité partielle. Donc, ce dispositif-là, il est intéressant si votre société est confrontée à des problématiques conjoncturelles, de pouvoir y recourir sans avoir à mettre en œuvre un dispositif de restructuration beaucoup plus lourd. Il y a eu peu de publicité pour ce dispositif-là. Pourquoi? Parce que on a vidé les caisses de l'État avec l'appel des classiques lors de la crise sanitaire Covid-19. Et donc aujourd'hui, ce dispositif, même s'il n'a pas une publicité dingue, il faut pouvoir s'en saisir. L'administration sera beaucoup plus exigeante qu'elle l'était quand on était sur la crise sanitaire Covid-19. Elle va vérifier que l'entreprise prend des vraies garanties
des vrais engagements de maintien dans l'emploi, mais ça peut être une solution justement pour pallier une situation conjoncturelle difficile. Ensuite, sur un aspect un petit peu plus positif, on a la loi du 30 juin 2025 qui est venue renforcer la protection des personnes engagées dans un projet parental. Donc c'est une loi qui est venue élargir déjà la lutte contre les discriminations à toute personne engagée dans un projet parental. Donc avant, on visait la grossesse, on visait les projets de PMA, mais uniquement à l'égard des femmes. Et aujourd'hui, on vient reconnaître que les hommes aussi peuvent être impliqués dans des projets de PMA, parce que par définition, ça se fait quand même en couple et c'est ouvert aux deux sexes. Et donc, on reconnaît une protection contre les discriminations tant pour la PMA que pour l'adoption et tant pour les femmes que pour les hommes. Donc, on vient simplement compléter les articles qui disent qu'on ne peut pas discriminer à l'embauche, en termes de rémunération, en termes d'évolution de carrière, etc. Toutes les luttes contre les discriminations sont étendues sur ces deux aspects-là. Il y a une autre nouveauté sur l'aspect projet parental, c'est des nouvelles autorisations d'absence. Donc aujourd'hui, vous le saviez certainement, il y avait déjà des autorisations d'absence pour les femmes pour se rendre aux examens liés à la grossesse. Et il y avait également certaines autorisations d'absence uniquement pour les femmes pour se rendre aux actes médicaux, examens, etc. liés à la PMA, un projet de procréation médicalement assistée. Là encore, c'est étendu aux hommes. C'est étendu aux conjoints, femmes et hommes qui souhaitent accompagner leur partenaire lors de ces actes médicaux. Et on a également une extension de ces autorisations d'absence aux personnes, hommes et femmes encore une fois, en procédure d'adoption. Donc c'est pour tenir compte du fait que les procédures d'adoption requièrent énormément de rendez-vous administratifs pour obtenir un agrément pour pouvoir adopter. Sur les autorisations d'absence PMA, grossesse, etc., on est à trois absences autorisées, rémunérées, considérées comme du temps de travail effectif. Sur la procédure d'adoption, le nombre d'absences n'est pas encore fixé. Il sera fixé par décret et c'est à ce moment-là que la mesure pourra vraiment entrer en vigueur. Toute cette évolution s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'encourager la fécondité. On sait que Macron avait parlé de réarmement démographique. Donc voilà, ça se traduit aussi par des textes et des mesures comme celle-ci destinées à faciliter les projets des futurs parents. On a également une nouveauté qui est entrée en vigueur là-dessus. J'attire votre attention parce que c'est déjà entré en vigueur avec des vraies mesures concrètes à prendre en compte et à instaurer depuis le 1er juillet 2025. C'est la prise en compte des risques liés à la chaleur. Il y a beaucoup d'obligations qui ont été renforcées à cet égard. Donc on pense tout de suite aux entreprises du BTP, etc. Mais le champ d'application de ce texte est beaucoup plus large que ça, hein. Il est inscrit dans le Code du travail, donc qui s'applique à toutes les entreprises. Et donc, on a une obligation forcément de tenir compte des changements climatiques actuels et donc des obligations de maintenir une température adaptée dans les locaux, de tenir compte de l'activité des salariés, de leur mettre à disposition de l'eau fraîche en quantité suffisante, notamment pour les postes en extérieur. Et on a aussi l'obligation, c'est précisé expressément dans le texte, de prendre des mesures également pour les salariés qui travaillent en intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement penser qu'on peut ne pas être concerné parce qu'on n'a pas de personnes sur des chantiers ou qui sont exposées vraiment au soleil, etc. Ça concerne vraiment tout le monde. Et donc, quelles mesures concrètes il va falloir mettre en œuvre? Bah déjà, il va falloir mettre à jour son DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels, pour inclure ce nouveau risque et les mesures afférentes. Et on a également à mettre en place une procédure d'alerte en cas de malaise ou d'indice physiologique préoccupant d'un salarié qui aurait par exemple un coup de chaleur. Donc c'est des nouvelles obligations qui peuvent être un peu techniques à mettre en place, mais dont il faut vraiment se saisir, et ce depuis le 1er juillet 2025. C'est important également de s'en saisir parce que les pouvoirs de l'inspection du travail sur ce point ont été renforcés. Donc on peut penser qu'il va y avoir des contrôles là-dessus et ça donne lieu à une mise en demeure avant sanction. Mais donc autant ne pas attendre la mise en demeure et montrer patte blanche à l'inspection du travail. Il y a aussi un point qui est intéressant, c'est que le DURP, vous devez le mettre à jour de manière très régulière. Ça peut être l'occasion de se saisir de ce décret d'application pour retoiletter votre DURP et voir si on peut pas réactualiser celui-ci sur différents points, notamment les risques psychosociaux qu'on oublie souvent.
Donc, ça peut être un sujet à mettre à l'ordre du jour de votre CSE et réanimer un peu le dialogue social sur ces sujets de santé et de sécurité. Un autre point, c'est l'action de groupe en droit du travail. Donc, on a souvent l'idée de l'action de groupe à l'américaine, ce qu'on peut voir dans les séries. On a l'action de groupe en droit français, alors elle n'a pas les effets escomptés comme les effets américains. Je crois que j'avais noté qu'il y avait eu 30 actions de groupe, principalement en droit de la consommation, qui avaient été initiées en France. Le législateur a voulu étendre ce champ d'application en droit du travail. Donc à l'époque, en droit du travail, on pouvait le faire uniquement sur deux points, la discrimination et la protection des données personnelles. Aujourd'hui, c'est ouvert à un champ beaucoup plus large. C'est-à-dire que dès lors que j'estime qu'un employeur a manqué à ses obligations légales ou contractuelles et qu'il cause un préjudice collectif, dans ce cas-là, je pourrais lancer une action de groupe. Donc moi, je pense spécifiquement, notamment, à l'application d'accords collectifs. Vous avez des vieux accords collectifs, notamment avec des primes d'habillage, des habillages ou des primes d'assiduité qu'on a pu oublier. Et des syndicats pourraient se saisir de ces manquements-là pour initier une action collective au nom des salariés et saisir la justice de ce point-là. L'intérêt pour les salariés, c'est que quelque part, les syndicats principalement vont se substituer à leur action individuelle. Ce qu'on pouvait connaître avec Guillaume, c'était les contentieux qu'on appelait individuels collectifs, à savoir un nombre très important de salariés saisissaient le conseil de prud'homme pour réclamer individuellement la réparation d'un préjudice en lien avec un manquement de l'employeur. Aujourd'hui, le syndicat pourrait se substituer à ces salariés, agir au nom et pour le compte des salariés et donc avoir une collectivité beaucoup plus grande de gens qui pourraient se saisir, notamment sur des sujets très pratico-pratiques. Si par exemple vous avez une prime, euh, vous avez un habillage particulier et vous devez notamment nettoyer votre habillage particulier lorsque vous rentrez chez vous et qu'il y avait une prime qu'on appelait de lessive. Si on agissait individuellement, la prime, peut-être que c'était 1 euro par jour. Donc, si j'agissais moi, salarié, je pouvais gagner sur un an 365 euros. Donc, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de payer un avocat, aller en justice? Avec cette action-là, ça pourrait être l'intérêt du salarié de se joindre à l'action collective. Donc, il y a un peu un garde-fou, c'est pas immédiatement la mise en place de l'action. Vous devez d'abord demander à l'employeur, enfin les syndicats, demander à l'employeur de cesser le manquement. Et si l'employeur ne réagit pas, dans ce cas-là, on va pouvoir saisir au bout de 6 mois. Il y a aussi une obligation obligatoire de l'employeur d'informer le CSE et les syndicats d'un manquement qui aurait pu être constaté et de discuter sur des mesures correctives. Donc, quelque part, l'action de groupe, elle intervient qu'en deuxième temps, si on ne trouve pas de solution en interne pour pallier la difficulté. Et l'intérêt aussi de l'action de groupe, c'est que ça va venir suspendre la prescription des actions individuelles. Comme ça, au moins, les salariés, ils sont pas prescrits si demain ils devaient saisir sur le fond du dossier. Donc pour nous, cette action de groupe-là, elle va pas révolutionner le droit du travail en France. Je pense que ça va être encore très réservé aux très grosses entreprises, mais peut-être sur des sujets où il peut y avoir quelques intérêts financiers mineurs, les salariés pourraient finalement prendre ce parti-là, d'actionner cette action de groupe pour à minima échanger avec l'employeur et trouver une solution avant de saisir les juridictions. Un dernier point actualité légale qui vous intéressera au premier lieu, c'est qu'il y a un nouveau CERFA sécurisé pour les arrêts maladie. En fait, il y a eu un constat de fraude aux arrêts maladie, donc c'est 30 millions d'euros en 2024 versus 8 millions d'euros en 2023. Et donc, on a mis en place un nouveau CERFA sécurisé avec pas mal de données qui permettent de ne pas falsifier ces documents-là. Et désormais, la CPM n'indemnisera plus les collaborateurs s'ils adressent des arrêts de travail sur les anciens modèles. Donc, ça peut avoir une implication pour vous parce que si on vérifie pas le bon modèle, il peut y avoir un maintien de salaire sans percevoir les IGSS qui sont associés. Donc, normalement, la plupart du temps, ça va être dématérialisé, mais s'il y a des envois d'arrêt maladie, il faut utiliser ce nouveau CERFA et ça entrera en vigueur au 1er septembre 2025. Donc voilà pour les actualités légales. Donc n'hésitez pas s'il y a quelques questions. Sinon, on va enchaîner sur les dernières jurisprudences, enfin les dernières. Disons qu'on a pris un panel un peu sur les 12 derniers mois de celles qui nous semblaient les plus intéressantes et les plus à même de vous concerner.
Donc tout d'abord, revenir un peu sur la saga des congés payés et arrêts maladie. Bon, je serai bref sur celle-ci parce elle est plus vraiment d'actualité, cette première slide. Enfin, disons que c'est une loi maintenant du 22 avril 2024 qui faisait suite à un arrêt du 13 septembre 2023, mais c'était simplement pour reposer un peu le contexte. Donc, on a toute une jurisprudence de la Cour de cassation avec deux nouveaux arrêts qui sont tombés hier sur l'articulation entre congés payés et arrêt maladie. Tout ça sous l'influence du droit européen qui a une conception très différente du droit français sur ces sujets. Donc, simplement pour revenir à un petit rappel sur l'acquisition des congés payés en arrêt maladie. Donc, désormais, c'est acté, inscrit dans le droit français suite à une jurisprudence, mais traduit désormais dans la loi. Donc désormais, on a des règles d'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie. Je pense que vous en avez maintenant tous entendu parler, avec des règles différentes selon que l'arrêt est d'origine professionnelle ou non professionnelle, et avec, au-delà de cette acquisition, une possibilité de report des congés payés qui n'auraient pu être pris du fait de la maladie, report de 15 mois. Donc l'impact de cette jurisprudence et de cette nouvelle loi, si vous l'avez pas encore pris en compte, bah, c'est la nécessité de revoir les paramétrages de paye. Nous, on avait une approche de dire revoyons plutôt les paramétrages pour l'avenir et laissons venir les salariés sur le passé. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'actions hein, devant les conseils de prud'homme, c'est même déjà arrivé maintenant devant les cours d'appel qui effectivement prononcent des condamnations sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, nous, chez nos clients, c'est que c'est plutôt des demandes qu'on a à l'occasion d'un prud'homme sur autre chose. Et on n'a pas vraiment eu d'action de syndicats ou même de salariés qui se regrouperaient ou qui agiraient vraiment de concert pour demander de but en blanc ces régularisations de congés payés, même quand elles n'ont pas été faites spontanément. Donc voilà un peu pour ce petit rappel. Et ensuite, une actualité d'autant beaucoup plus brûlante, parce que ce sont donc deux arrêts sortis hier par la Cour de cassation. Vous avez peut-être aussi vu passer, notamment si vous êtes sur LinkedIn, parce que tout le monde ne parlait que de ça. Euh, Là, le point, c'était je tombe malade pendant mes congés payés. Est-ce que j'ai le droit de reporter ces congés pour profiter, enfin pour du coup être en arrêt puisque je ne peux pas profiter pleinement de mes congés payés? Jusqu'à aujourd'hui, le droit français considérait que non. Malheureusement, c'est la faute à pas de chance. Vous tombez malade pendant vos congés, ça reste globalement une période de repos. Donc, il n'y a pas le droit au report et les deux, l'arrêt maladie et les congés payés, s'imputaient l'un sur l'autre. Le droit européen voyait et voit toujours les choses différemment et distingue bien les deux finalités différentes de l'arrêt maladie et des congés payés. Si je suis en congé payé, c'est non seulement pour me reposer, mais aussi pour la détente, les loisirs, etc. Si je suis en arrêt maladie, c'est vraiment pour le rétablissement de la santé. Donc, on considère que ces deux finalités-là ne peuvent pas se substituer l'une à l'autre. Par conséquent, désormais, si je tombe malade pendant mes congés payés s'arrêtent et seront reportés euh, à l'issue de mon arrêt maladie. On n'a pas aujourd'hui de précision et le gouvernement visiblement n'entend pas apporter davantage de précision, donc il va y avoir des débats sur la durée de ce report. Est-ce que ça veut dire que je prends mes congés directement après la fin de mon arrêt maladie, donc de manière continue? Est-ce que je vais avoir, comme pour les congés payés reportés, on a évoqué sur la slide d'avant, un report de 15 mois pour prendre ces congés payés dont je n'ai pas pu profiter à cause de ma maladie? Aujourd'hui, on n'a aucune précision là-dessus. Un seul garde-fou, mais qui est très facile à réaliser, c'est que le salarié qui est en congé payé et qui tombe malade doit vous notifier, vous, employeur, son arrêt maladie pendant ses congés pour pouvoir bénéficier de ce report. Mais c'est une condition qui est extrêmement facile à réunir. Sur ce point, enfin, il y a beaucoup de questions, comme le dit Guillaume, en suspens. Le ministère du Travail a communiqué en disant je ne communiquerai pas avec des questions-réponses pour aider les employeurs. La raison, c'est que le gouvernement étant tombé, il ne gère que les affaires courantes. Donc peut-être qu'il y aura une mise en conformité ou une question-réponse quand on aura un nouveau ministre du Travail qui se mettra au travail. Dans tous les cas, il y a des sujets, il y aura des questionnements et il peut y avoir un premier réflexe qui est de se dire, demain, j'ai un salarié qui notifie à l'employeur son arrêt maladie. Dans ce cas-là, peut-être que je peux faire un contrôle de l'arrêt maladie pour éviter justement des petits malins qui vont jouer sur cette nouvelle jurisprudence pour acquérir des congés payés en plus alors qu'ils ne sont pas véritablement malades.
Une autre jurisprudence d'hier, toujours sur congés payés et heures supplémentaires cette fois-ci. Jusqu'à présent, au droit français, on considérait qu'on ne générait des heures supplémentaires que si on avait dépassé 35 heures de travail effectif sur la semaine. C'est-à-dire que si j'avais un jour de congé, par exemple le lundi, je ne comptabilisais pas du tout d'heures de travail au titre du lundi pendant lequel j'étais en congé pour apprécier si sur cette semaine-là, j'avais ou non dépassé 35 heures et donc généré des heures supplémentaires. Là encore, le droit européen, très protecteur des salariés, vient considérer qu'il faut tenir compte de ce jour de congé pour apprécier si sur la semaine, le salarié a réalisé ou non des heures supplémentaires. Donc ça, c'est assez dingue comme évolution. C'est pas du tout dans notre conception du droit français des heures supplémentaires. Donc juste pour vous donner un petit exemple, si le lundi avant j'étais en congé payé, j'avais 0 heure qui était comptabilisée, et si je faisais 9 heures sur tous les jours de la semaine, donc 36 heures au total, hein, 4 fois 9, 36 et 0 heure le lundi, j'arrivais à 36 heures sur la semaine, j'avais une seule heure supplémentaire. Demain, enfin à partir d'aujourd'hui, parce que la jurisprudence est d'application immédiate, si le lundi, je suis en congé payé, on peut estimer qu'on va comptabiliser 7 heures dans la semaine, comme si j'avais travaillé 7 heures. Je travaille 9 jours, 9 heures sur les autres jours, parce que c'est une période un peu chargée. Donc, j'arrive à mes 36 heures sur les 4 jours, plus 7 heures le lundi, j'arrive à 43 heures sur cette semaine-là. Et donc, j'ai 8 heures supplémentaires sur cette semaine-là. Donc ça, c'est vraiment un bouleversement qui va amener à revoir les paramétrages de paye, là encore une fois, et à générer potentiellement beaucoup plus d'heures supplémentaires. La logique du droit européen, même si elle peut nous paraître un peu obscure, c'est de se dire que si jamais je comptabilisais pas ce temps dans les heures supplémentaires potentielles, les salariés pourraient être incités à ne pas prendre de congés payés. À l'inverse, on aurait aussi pu se dire, si je suis dans une période de rush, c'est peut-être logique de ne pas prendre de congés payés et donc de travailler pour faire tout ce que j'ai à faire. C'est pas la logique du droit européen. Donc retenez bien cette nécessité aujourd'hui de se mettre en conformité pour l'avenir sur cette règle très sévère sur congés payés et heures supplémentaires. Après, on a un petit point sur le harcèlement. On a beaucoup de jurisprudence sur le sujet. On vous en a sélectionné trois. Le premier point qui nous paraissait intéressant, c'était sur la prescription, rupture et harcèlement. Donc, comme vous le savez, le collaborateur a 1 an pour saisir à compter de la rupture et pour contester son licenciement devant le Conseil des prud'hommes. La Cour de cassation nous dit que lorsque l'action porte sur le harcèlement moral, ou qu'elle est consécutive à une dénonciation de fait de harcèlement moral, le salarié a 5 ans. Je m'explique, c'est-à-dire que dans l'espèce, le salarié disait le réel motif de mon licenciement, c'était pas le motif invoqué par mon employeur, mais c'était la dénonciation et la mesure de rétorsion à ma dénonciation d'un fait de harcèlement moral. Et donc, il demandait la nullité. L'employeur disait tu es prescrit, tu as saisi au-delà du délai d'1 an. Et la Cour de cassation donne raison au salarié en disant que comme l'action est fondée sur du harcèlement, le harcèlement c'est 5 ans, et donc le salarié peut toujours contester légalement son licenciement en considérant que le réel motif était du harcèlement. Ce qu'il faut retenir sur tout cet arrêt-là, c'est demain, vous, en interne, pensez à adapter votre politique de conservation des données. Là où on pouvait dire, au bout d'1 an, je peux supprimer et détruire le dossier individuel du collaborateur parce qu'il n'y aura plus de saisine possible. Maintenant, il faudrait revoir les durées de conservation pour les porter à 5 ans, notamment dans les dossiers les plus sensibles où il peut y avoir un contexte de harcèlement ou de dénonciation ou d'enquête que vous auriez pu mener pour conserver ces éléments et s'en défendre le cas échéant en contentieux. Le deuxième point, c'était l'arrêt France Télécom, pour ne pas les nommer, c'est la reconnaissance du harcèlement moral institutionnalisé. Donc c'est très spécifique, c'est champ criminel, mais c'est important, c'est-à-dire qu'ici on a pu venir sanctionner des dirigeants de manière globale en disant que la politique qu'ils menaient générait du harcèlement moral institutionnel. Donc je vous ai fait un petit extrait là, ce matin je me suis amusé à ça, de l'arrêt. Et ce qu'ils avaient mis en avant, c'était les réorganisations multiples et désordonnées, les incitations répétées au départ, les mobilités géographiques et fonctionnelles forcées des collaborateurs, la surcharge de travail, la pression des résultats ou l'absence de travail, le contrôle excessif et intrusif. Donc, vous voyez quand même qu'on est quelque chose de caractérisé. Donc, attention, dans les politiques générales ou dans la mise en œuvre de plans de réorganisation, toujours penser à prévenir les risques psychosociaux et à mettre en place des mesures. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait quand même, enfin avant cet arrêt notamment, on avait une conception du harcèlement moral un peu en mode il y a un auteur
une victime. Aujourd'hui, on vient expliquer finalement qu'un climat d'entreprise avec plusieurs auteurs potentiels peut donner ce caractère institutionnel au harcèlement moral, donc qui peut être finalement beaucoup plus facile à caractériser. Et on peut notamment penser au cas où il y a des souffrances un peu sur tout un service. On n'a pas nécessairement besoin d'identifier que c'est le responsable de ce service ou telle personne dans le service qui est à l'origine du problème. Ça peut être de manière un peu plus floue, un peu plus globale, et donc ça risque de caractériser des cas de harcèlement moral, même si on n'est pas dans les cas extrêmes comme France Télécom, où il y avait carrément des incitations et des objectifs pour les managers à la démission de leurs collaborateurs pour réduire les objectifs. On était dans un cas très extrême, mais gardons en tête que ça facilite la reconnaissance du harcèlement moral. Et c'est un terme maintenant qui est visité par les salariés dans les emails qu'on peut recevoir en entreprise pour essayer de mettre un peu la pression sur la direction. Un dernier point sur le harcèlement. euh, Souvent, donc, on a pour habitude de mettre en place une enquête lorsqu'il y a une dénonciation de fait de harcèlement. Il faut bien veiller à ce que le rapport soit bien réalisé. La Cour de cassation le rappelle dans cet arrêt-là, c'est-à-dire qu'un rapport d'enquête qui serait parcellaire, où les extraits seraient tronqués, ça ne vaut pas preuve. Donc, il faut bien veiller à bien mener vos enquêtes, à faire un rapport d'enquête exhaustif, en reprenant des conclusions, en reprenant et en faisant signer aux collaborateurs les comptes rendus d'enquête pour pouvoir avoir une preuve un peu irréfutable de l'absence, par exemple, de harcèlement ou de caractérisation du harcèlement pour justifier la rupture du contrat de travail du prétendu harceleur. Une jurisprudence cette fois-ci sur le statut un peu particulier des salariés protégés. Donc juste pour mémoire, les salariés protégés, bon, par définition, on peut pas trop y toucher, c'est-à-dire qu'on peut pas leur imposer une modification du contrat de travail comme tout collaborateur, mais pas non plus un changement de leurs conditions de travail sans leur accord. Là où pour les salariés entre guillemets lambda, on peut imposer un changement des conditions de travail. De cette question-là, cette distinction-là, découlait la question de la mise à pied disciplinaire. Peut-on imposer une mise à pied disciplinaire à un salarié protégé? Jusqu'à présent, on considérait que non, enfin la jurisprudence considérait que non, il y avait en tout cas un flou autour de cette question. Aujourd'hui, on a un arrêt très clair de la Cour de cassation qui est bienvenu. On peut prononcer à l'égard du salarié protégé une mise à pied disciplinaire sans avoir à recueillir son accord. Donc c'est quand même une précision qui est clairement bienvenue puisqu'on avait toujours un doute un peu sur cette question. En revanche, point de vigilance, si on veut prendre une autre sanction qui impacte cette fois-ci réellement le contrat de travail, par exemple une rétrogradation disciplinaire qui est une modification du contrat de travail, il faudra toujours l'accord du salarié. Et si jamais le salarié refuse, il faudra envisager une autre sanction, type licenciement par exemple, ou mise à pied disciplinaire si on veut une sanction plus légère sans avoir à demander son accord. Une jurisprudence cette fois-ci sur le licenciement économique qui vient rappeler la rigueur de la Cour de cassation sur les mentions obligatoires dans les offres de reclassement. Donc la Cour de cassation vient rappeler qu'il y a un certain nombre de mentions obligatoires dans les offres de reclassement que vous faites auprès de vos collaborateurs dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Il faut faire preuve d'une grande rigueur sur ces procédures de manière générale et en particulier sur l'obligation de reclassement. C'est vraiment dommage de voir un licenciement économique tomber pour l'oubli d'une mention sur le reclassement. Nous, ce qu'on préconise de toute façon de manière pragmatique, c'est toujours bien de faire un tableau qu'on annexe aux offres de reclassement adressées aux collaborateurs, dans lequel on met simplement en ligne toutes ces mentions-là pour être sûr d'en oublier aucune. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait auprès de nos clients. Ce qu'il faut retenir, c'est le besoin de grande rigueur sur ces procédures de licenciement économique. Et nous, évidemment, ce qu'on préconise, c'est de se faire accompagner sur ce type de procédure parce qu'il y a beaucoup de choses. Quelques arrêts après sur l'inaptitude, d'abord sur l'action rapide. Alors ça peut paraître de bon sens parce qu'on sait tous que un mois après le constat d'inaptitude, on doit rétablir le salaire au bénéfice du salarié. Et donc notre intérêt, nous, entreprise, c'est de reclasser le salarié ou le licencier le plus rapidement possible pour éviter de devoir lui rémunérer à 100% sa rémunération, son travail. Parfois, ça prend du temps, notamment dans les gros groupes, parce que les recherches de remplacement sont assez lourdes, parce que les process sont plus lourds. Et donc, on peut se trouver dans des situations auxquelles on a été confronté avec Guillaume, des collaborateurs qui ne sont pas licenciés pendant 5, 6 mois, qui sont toujours dans les effectifs. Le salaire est maintenu, mais pendant 5, 6 mois, ils ne sont pas licenciés. Aujourd'hui, on a une jurisprudence assez claire sur le sujet. Le salarié pourrait considérer qu'on le laisse dans l'incertitude trop longtemps
et donc pourrait demander la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort exclusif de son employeur et obtenir, dans ce cadre-là, l'équivalent d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, il faut bien agir rapidement. Il faut avoir en tête que on peut dépasser le délai d'un mois, mais il faut qu'on soit sur quelque chose de raisonnable. Entre 1 et 3 mois après le constat d'inaptitude, on peut considérer que c'est un délai raisonnable pour licencier le collaborateur. Deuxième arrêt sur l'inaptitude, qui était une clarification, pareil, bienvenue. Vous savez, on a eu donc une réforme de la législation où le médecin du travail peut constater qu'il n'y a pas de reclassement possible et donc exonérer l'employeur de recherche de reclassement. Il doit, pour ça, remplir bien le CERFA, mettre la mention légale obligatoire. Il y avait un débat de savoir d'abord si on devait consulter le CSE sur cette absence de recherche de reclassement et deuxièmement, si on devait informer le salarié de l'impossibilité de parvenir à son reclassement avant de le convoquer entretien préalable. La prudence, ce qu'on avait conseillé nous à l'époque, c'était de dire en l'absence de texte, on va faire la démarche, on va répéter la procédure pour éviter d'avoir une irrégularité de procédure en cas de contentieux. Aujourd'hui, on a deux arrêts. Premier arrêt qui dit qu'on n'a pas à avoir l'avis du CSE et deuxième arrêt du 11 juin 2025 qui dit qu'on n'a pas à informer le salarié de l'impossibilité de parvenir à son reclassement avant de le convoquer. Donc, si demain on est dans ce cadre-là, on va pouvoir mettre en œuvre beaucoup plus rapidement la procédure et pourquoi pas finir la rupture du contrat de travail avant l'expiration du délai d'un mois qui implique la reprise du salaire. Troisième arrêt sur l'inaptitude, c'est le périmètre de reclassement. Vous savez, vous devez rechercher lorsque vous appartenez à un groupe des postes de reclassement dans les entités du groupe avec lesquelles il peut y avoir une permutation de personnel. Si demain il y a un contentieux, le salarié, la preuve est partagée, le salarié va dire, vous, employeur, vous ne démontrez pas que telle société, vous les avez correctement interrogés. Il va falloir pouvoir justifier au contentieux les raisons pour lesquelles on n'a pas interrogé telle ou telle société du groupe, notamment par rapport à cette notion de permutation du personnel possible entre les entités du groupe. Et donc ça, il faut, en amont de la recherche de reclassement, bien identifier votre périmètre de recherche pour pouvoir, demain, en contentieux, justifier qu'on a bien fait le bon périmètre et donc il n'y a pas de manquement d'employeur à cette obligation-là. Ensuite, on a deux décisions sur la démission. La première, c'est sur la notion de démission équivoque. Donc, il faut faire très attention quand vous recevez une lettre de démission et c'est vraiment warning si dans cette lettre de démission, il y a des reproches qui vous sont faits à l'employeur ou même, d'après cette jurisprudence, vous avez des reproches qui sont adressés dans un temps rapproché, même après la démission. Nous, notre préconisation, c'est vraiment quand vous avez une démission, déjà de toujours en accuser réception et si jamais vous voyez qu'elle peut être un peu tendancieuse, de toujours demander une confirmation très claire au salarié de sa démission pour éviter justement cet effet rétroactif où le salarié va a posteriori vous dire qu'en fait cette démission était une prise d'acte au tort de l'employeur qui peut donner lieu à de lourdes indemnisations. La deuxième actualité, elle porte sur la présomption de démission. Donc la présomption de démission, je pense que pareil, vous avez dû en entendre parler, c'est la nouvelle procédure en cas d'abandon de poste qui permet de considérer qu'un salarié est démissionnaire si jamais il ne s'est pas représenté au travail ou n'a pas présenté de justificatif à l'employeur de son absence après une première mise en demeure. Si jamais il est considéré comme démissionnaire dans ce cadre-là, il n'a pas les allocations chômage, il n'a pas d'indemnité de rupture et il peut même être tenu d'accomplir ou d'indemniser l'employeur au titre du préavis qu'il n'aurait pas exécuté. Ici, ce que vient nous préciser le Conseil d'État sur cette nouvelle procédure, c'est qu'il faut absolument, dans la mise en demeure, vous informiez le collaborateur des conséquences éventuelles euh, de son absence injustifiée et de l'absence de reprise du travail ou de fourniture d'un justificatif. Il faut lui expliquer noir sur blanc qu'il sera alors considéré comme démissionnaire, qu'il n'aura pas d'indemnité de rupture et qu'il n'aura surtout pas d'indemnité chômage. Donc, c'est vraiment le point essentiel à retenir sur cet aspect de démission. Un arrêt rapide sur la rupture conventionnelle. Donc, si jamais vous avez un refus de la part de l'administration sur le processus de rupture conventionnelle, il faut retenir la règle, c'est retour casse-départ. Vous recommencez tout. À défaut, la rupture conventionnelle serait nulle en cas de remise en cause par le salarié. Deuxième arrêt qui est pour nous aussi une sécurisation qui est de bon sens. Un salarié vous demande le report de l'entretien préalable à licenciement au cours d'un arrêt maladie. Dans ce cas-là, vous pouvez valablement accéder à cette demande ou ne pas y accéder, mais si vous y accédez, vous n'avez pas besoin de respecter un nouveau délai de 5 jours ouvrables entre la nouvelle convocation et l'entretien. Une simple information par tout moyen des nouvelles dates et heures de l'entretien suffit.
Notre préconisation, c'est quand même rajouter un rappel sur l'objet de l'entretien, rappeler qu'il peut se faire assister pour éviter d'avoir demain un contentieux sur le sujet. Mais en tout cas, on n'a pas respecté ce délai de 5 jours ouvrables. Donc, on va pouvoir reporter l'entretien. Après, de manière logique, il faudrait le reporter à une date à laquelle s'arrête l'arrêt maladie pour ne pas avoir une nouvelle demande de report si on le fait pendant l'arrêt maladie. Une jurisprudence ensuite sur le licenciement verbal, alors qui pour une fois va un petit peu plus dans le sens des employeurs, contrairement à ce qu'on a pu se dire jusqu'à présent dans ces actualités. En l'espèce, la jurisprudence est venue considérer qu'il n'y avait pas licenciement verbal lorsqu'un collaborateur était tombé sur des échanges entre le président et la DRH qui demandaient une promesse d'embauche sur son poste. C'est-à-dire que le président demandait à la DRH, peux-tu me faire une promesse d'embauche sur le poste de X, donc le salarié en question. Le salarié tombe sur ses mails. Alors, il y avait une question de la preuve déloyale ou pas, mais il a été reconnu que la preuve n'était pas déloyale puisque du fait de ses fonctions, il pouvait accéder à ces messages qui étaient de nature professionnelle. Mais on vient dire, c'est pas parce que vous avez vu qu'il y avait une promesse d'embauche sur votre poste que vous avez pour autant été licencié verbalement. Et la Cour de cassation vient sur une application stricte de qu'est-ce que finalement un licenciement et vient nous dire qu'un licenciement, c'est non seulement la manifestation par l'employeur de l'intention, enfin de la volonté de rompre le contrat de travail, mais encore faut-il que cette volonté, elle soit manifestée soit publiquement, soit auprès du salarié concerné. Et donc ici, les échanges de mails internes, même s'il avait écrit, on peut penser que même s'il avait écrit on va virer X, tant qu'il ne l'a pas manifesté publiquement ou auprès du salarié, il n'y a pas licenciement verbal. Ça, c'est quand même assez protecteur et je pense qu'on aura pas mal à s'en servir dans des contentieux. Après, n'écrivez pas, on va licencier X dans tous Non, les le faites cas quand même pas. et essayez de conserver le maximum de confidentialité sur ces échanges-là. Je me Alors, permets je vois qu'il y a... d'intervenir, il y a une question. Voilà, Oui, c'est ce que j'ai vu. Il y a c'est une tout question à dans le fait. chat sur la présomption de démission. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait un modèle disponible en ligne. Après, nous, on l'a fait pour nos clients. Ça reste un modèle qui est assez simple. Hein. Faut simplement rappeler à la personne qu'elle est absente depuis telle date, on l'invite à reprendre le justificatif sous un délai qui peut pas être inférieur à 15 jours calendaires. Et on l'informe qu'à défaut de reprendre le travail ou de fournir un justificatif, elle sera considérée comme démissionnaire, qu'il y aura donc une rupture du contrat de travail sans indemnité et qu'elle n'aura pas le droit au chômage et qu'on leur remercie de revenir vers nous. Grosso modo, c'est ça. Il n'y a rien de très complexe, il faut juste penser à rappeler le délai, rappeler les conséquences et il est bienvenu de rappeler que la personne est absente depuis telle date sans justificatif. Un petit point sur le régime social de la transaction. Donc ça, c'est toujours un petit peu l'usine à gaz, les indemnités transactionnelles. Ici, c'est une position plutôt sécurisante qui vient nous dire qui vient confirmer que si l'indemnité transactionnelle a une nature indemnitaire, elle est exonérée de cotisations sociales sans application de la limite de 2 fois le plafond de la sécurité sociale. Rappel extrêmement bref parce qu'on va être pris par le temps, mais l'indemnité transactionnelle, si elle est liée directement à la rupture, donc liée directement au licenciement, elle est exonérée que dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. En revanche, si elle a une nature indemnitaire, c'est-à-dire que c'est pas un complément de l'indemnité de licenciement, on peut aller au-delà de ce plafond de 2 passes. Ce qu'il faut, c'est quand même rester raisonnable sur les montants que vous accordez dans des transactions et que vous souhaitez totalement exonérer parce que les URSSAF sont de plus en plus sévères sur ce point. Et il faut toujours avoir des éléments dans votre dossier pour montrer qu'il y avait véritablement un litige. Donc un courrier du salarié qui vient contester, un courrier de la société qui vient répondre à ces contestations, etc. Vraiment blinder un peu vos dossiers là-dessus. On sait que c'est très usité, mais les URSSAF sont de plus en plus sévères sur ce point. Ils vont faire rentrer de l'argent, donc ça passe plus aujourd'hui de mettre des 50 000 euros ou 100 000 euros de dommages-intérêts exonérés. Un petit arrêt, donc c'est le tribunal judiciaire de Nanterre, un peu anecdotique, mais qui est assez symptomatique du temps actuel. L'introduction de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, ça reste l'introduction de nouvelles technologies et donc il doit y avoir une consultation préalable du CSE si on introduit véritablement des outils en ce sens-là. Et donc s'il n'y a pas de consultation, une juridiction pourrait suspendre l'implémentation de l'outil IA le temps de la consultation du CSE. Des arrêts après un peu plus procédural sur le droit à la preuve. Donc aujourd'hui, le droit à la preuve, il est un peu plus assoupli, notamment sur les témoignages anonymes.
dans les contentieux qu'on a pu mener avec Guillaume il y a 5 6 ans sur le sujet, on a été directement, enfin, ces pièces-là étaient écartées par le juge en considérant que la partie adverse ne pouvait pas savoir qui avait attesté dans le dossier et donc il ne pouvait pas valablement se défendre. Aujourd'hui, la Cour de cassation assouplit et elle vient dire qu'on peut admettre de telles preuves lorsqu'on peut les justifier. Donc, c'est proportionné au but poursuivi. Ici, c'était la peur des salariés de représailles. Il y avait un salarié qui était syndicaliste, qui faisait peur à tout le monde. Les salariés ne voulaient pas attester de peur des représailles de ce salarié-là. Et donc, l'employeur avait fait venir un huissier qui avait entendu les collaborateurs, qui avait retranscrit par constat d'huissier ce que disaient les collaborateurs en témoignage, et l'employeur avait transmis à la juridiction, uniquement à la juridiction, le nom des personnes qui avaient témoigné, mais la partie adverse n'avait pas le nom des personnes témoignées. Et la Cour de cassation dit que ça suffit, on peut prévoir des témoignages anonymes. Alors, pour blinder votre dossier en cas de contentieux, il ne faut pas avoir que des témoignages anonymes, même si on pourrait surfer sur cette jurisprudence-là. Et si on trouvait des éléments qui peuvent corroborer les dires des collaborateurs en dehors des témoignages, mais en tout cas, ça peut permettre de protéger la parole de certains collaborateurs et d'ouvrir cette parole-là pour permettre à l'employeur de sécuriser son contentieux. Un autre point, c'est sur l'accès aux salariés à leur messagerie professionnelle. Donc, on sait qu'avec RGPD, les salariés peuvent demander à avoir accès à tous leurs anciens emails. Donc là-dessus, la pratique, elle était plutôt simple, c'est-à-dire que généralement, on ne va pas s'y opposer. On va transmettre les mails et on va venir retirer uniquement ceux qui portent atteinte aux droits d'autrui ou qui portent sur des secrets de l'entreprise. Donc, la Cour de cassation dit que les salariés peuvent avoir accès à ces mails-là, y compris après la rupture du contrat de travail. Donc, malheureusement, c'est compliqué de s'y opposer. On a de plus en plus de demandes au niveau du bureau de conciliation désormais en disant, avant même le contentieux, je demande à ce que l'employeur fournisse l'intégralité de la boîte mail. On a beau gesticuler en tous les sens, ça fonctionne pas véritablement et encore moins avec cet arrêt de la Cour de cassation assez clair sur le sujet. Pareil, dans le même sens, un salarié qui transférerait l'intégralité de sa boîte mail professionnelle sur sa boîte mail personnelle, ce n'est pas une faute grave. Alors cet arrêt, on peut le dire de deux manières. S'ils avaient pris en considération le fait que c'était transféré sur la boîte mail personnelle du salarié, sans transmission à des tiers, et qu'il avait beaucoup d'ancienneté et qu'il n'avait pas d'antécédent disciplinaire. Donc ça caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. On peut se dire qu'un collaborateur qui transférait l'intégralité de sa boîte mail avec peu d'ancienneté et avec quelques antécédents disciplinaires, la solution serait différente. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que malheureusement, les collaborateurs, ils peuvent repartir avec leur boîte mail et on pourrait venir supprimer que les mails qui portent atteinte au secret des affaires ou aux droits d'autrui. Une jurisprudence assez pragmatique sur l'articulation entre un contrat de prestation de service suivi d'un contrat de travail avec période d'essai. Ici, la Cour de cassation vient reconnaître. On aurait pu penser que le vrai débat dans cet arrêt aurait été la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, mais ici, ça porte uniquement, en tout cas dans la Cour de cassation, sur la période d'essai. On vient nous dire que si on a pris un salarié si on a pris une personne en freelance pendant un certain temps et qu'après on embauche cette personne en contrat de travail avec des missions comparables, on peut pas réinstaurer une période d'essai dans ce contrat de travail. On estime que dans le cadre du contrat de freelance, on a pu apprécier les aptitudes et les compétences de la personne, donc on n'a pas lieu à faire une période d'essai. Ce qu'il faut retenir de toute façon, au-delà de cet arrêt un peu anecdotique, c'est gros warning. Si vous avez des personnes en freelance, il faut faire très attention au risque de requalification en contrat de travail si vous les embauchez derrière. Alors, il y a une question, pas de période d'essai, mais pas de reprise d'ancienneté. Il n'y a pas de précision là-dessus. Donc, effectivement, on n'a aujourd'hui aucune obligation de prendre en compte l'ancienneté qui aurait été acquise lors d'un contrat en freelance. Par définition, le freelance, c'est pas un contrat de travail. Et donc, ici, on peut penser qu'on a quand même une nature de contrat très différente. Sur la période d'essai, la finalité de cet arrêt, c'est de dire, vous vous foutez pas de nous, vous avez pu apprécier s'il était bon ou pas. Donc, rompre la période d'essai après, alors qu'il a travaillé 6 mois, un an avec vous en freelance, c'est quand même malvenu. Vous savez très bien qu'il faisait ou qu'il faisait pas le job. Sur l'ancienneté, je pense que ce serait beaucoup plus discutable en disant non, c'est une ancienneté en qualité de salarié, donc on reprend pas l'ancienneté. Mais c'est pas précisé dans cet arrêt. Sachant en plus que si on reprenait l'ancienneté, ça pourrait être un indice supplémentaire en cas de demande de requalification
de la période de freelance en contrat de travail en disant, regardez, ils m'ont toujours considéré comme un salarié puisqu'ils ont repris mon ancienneté lorsqu'ils m'ont embauché véritablement sous le réel statut dont je devais bénéficier. Donc, attention, et c'est ce que notamment a noté Guillaume dans cette slide-là, il faut bien qu'il y ait des fonctions distinctes, il faut bien laisser un délai entre une embauche en freelance et un contrat de travail pour essayer de déconnecter au maximum les deux et éviter cette requalification, cette continuité de relations contractuelles avec un contrat freelance. Et notre dernière jurisprudence, donc on sera à peu près bon sur le timing, c'est sur les astreintes. Donc si certains d'entre vous ont des dispositifs d'astreinte dans l'entreprise, soyez vigilants sur ce point. On a quand même une tendance de la Cour de cassation qui se comprend plutôt bien, mais de dire que les astreintes, ça doit pas être du temps de travail effectif. En l'occurrence, le point était que le salarié était systématiquement appelé lors des astreintes. Donc manifestement, cette personne en roulement sur les astreintes. Et donc, en fait, la Cour de cassation est venue considérer que, certes, le salarié avait des périodes d'astreinte, mais qu'en fait, comme il était appelé systématiquement, bah, ça devait être considéré comme du temps de travail effectif. C'est-à-dire que ce salarié pouvait pas se dire, je vais faire un barbecue avec des copains, ou je vais aller faire un foot ou faire un footing, puisque je sais que finalement, cette période d'astreinte, sur le samedi ou sur le soir, je sais que systématiquement, je vais être appelé. Et donc, on a considéré, je pense à juste titre, qu'il était totalement contraint d'être tout le temps à la disposition de l'employeur et donc que c'était du temps de travail effectif. On avait eu une jurisprudence un peu, enfin, dans le même mouvement il y a quelques années, en considérant que si on exigeait un temps d'intervention trop court à l'égard du salarié, c'est-à-dire que 10 ou 15 minutes après l'appel, il devait être sur site pour réparer telle ou telle chose, on considérait que ce temps d'intervention était tellement court qu'il permettait pas au salarié de vaquer véritablement à ses occupations puisqu'il devait être immédiatement disponible dès qu'on l'appelait. Donc, ayez conscience dans votre organisation des astreintes, c'est vraiment des dispositifs qui doivent être pensés non seulement au niveau RH, au niveau juridique, mais aussi vraiment avec l'équipe concernée pour qu'il y ait un roulement suffisant et que on ait des plages d'astreinte qui soient suffisamment bien organisées pour éviter une requalification en temps de travail effectif qui peut coûter très très cher. Et on a tenu le timing, Sabrina, enfin, à 2 minutes près. Bien évidemment, c'est assez dense ce qu'on vous a présenté ce matin. On vous transférera le PowerPoint qu'on a préparé. Vous pourrez revoir les explications et les références des jurisprudences et des articles de loi qu'on a pu vous citer. On peut avoir un petit temps d'échange, je pense, Sabrina, Tout à si fait. vous avez des questions sur ce qu'on a pu vous présenter avec Guillaume. Mm. Voilà, si vous avez des questions d'ordre général et comme l'a précisé Rudy, hein, enfin, cette présentation vous sera relayée ainsi que le replay si vous souhaitez reprendre contact avec ce cabinet. Mais voilà, si vous avez des questions d'ordre général au-delà du chat, n'hésitez pas. Vous avez quelques minutes. Non, pas d'intervention. Bon, bah écoutez, c'est que, et je confirme, ça a été très clair et très intéressant et enrichissant. Donc, merci à vous, messieurs, de votre intervention aujourd'hui. Et effectivement, hein, n'hésitez pas, avec le relais des coordonnées, si besoin est, de reprendre attache avec le cabinet à Bari. Petit mot, juste prochain webinaire qui aura un tout autre thème le 9 octobre, puisque ça sera un coach sportif en entreprise qui interviendra pour parler de l'importance de l'activité physique et pas forcément sportive de vos salariés. Donc voilà, au-delà des éléments juridiques, eh ben, effectivement, il y a aussi des actions à mettre en place dans vos sociétés, parfois pour le bien-être au travail de vos salariés et ce qui permet aussi d'accompagner à la performance. Donc merci à vous tous hein, pour votre participation, contribution, et puis je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à toutes. Merci, au Merci à revoir. tous, bonne journée. Au revoir.